Jean Raby, bonjour. Bonjour Mathieu, toujours un plaisir d'être ici. Merci pour votre présence. Partenaire chez Astorg, Chief Client and BD Officer. Vous voyagez, vous rencontrez les LPs au quotidien, vous accompagnez le fonds dans sa croissance. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale avec vous. J'ai 5 idées reçues à vous proposer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Oh my God, il faut que je sois transparent. Je dis ce que je pense. Je me persuade que vous saurez être transparent, Jean Raby. Alors, première question, on rentre dans le dur. Le private equity est à l'arrêt, les zombie funds sont de plus en plus nombreux. Bon, on aurait pu dire ça en 2011, après la Great Financial Crisis, la crise financière. Moi, je ne crois pas que le private equity est à l'arrêt. Il évolue, il est vrai. Il faut aussi reconnaître que depuis 2011-2012, le marché a été porté aussi par le quantitative easing, une politique monétaire très accommodante. Aujourd'hui, on rentre dans le dur. La création de valeur passe par un vrai rôle opérationnel des gérants, une augmentation de l'expertise des équipes, donc des investissements dans les expertises, dans des gens. Et je pense qu'il y aura à terme une vraie différenciation entre ceux qui apporteront cette performance supplémentaire, cette alpha, et ceux qui ne le feront pas. Et peut-être qu'à terme, il y aura certains fonds, certaines équipes qui seront absorbées par des plus grandes plateformes ou qui disparaîtront tout simplement. Mais je ne crois pas au carnage. Le private equity est encore la meilleure classe d'actifs et traverse les cycles. Alors on oppose souvent grandes plateformes, commoditisation et derrière donc pipe énorme pour percevoir des très gros LPs et des très gros montants à équipe un petit peu plus artisanale, luxury, avec plus des aspects hands-on, mais avec peut-être la capacité de mobiliser moins de fonds. Est-ce que c'est vrai ça, cette dichotomie, cette polarisation qu'on évoque? Les gros sont forcément non différenciés et mauvais et prennent de l'argent juste parce que c'est une plateforme, et les petits sont très bons mais ne seront pas capables de percevoir des gros montants. Je dois apporter des nuances. Il est vrai que les grandes plateformes se reposent beaucoup sur leur marque et sur leur capacité de distribution et sont à la fois des aspirateurs à capitaux et des aspirateurs à talent. Donc, je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Vous avez utilisé le mot mauvais, je réfute ce mot. Je parle d'idées reçues. Idées reçues, oui, vous avez raison. Ils ne sont pas mauvais, mais il faut dire qu'à un certain niveau de taille, la performance devient le marché. Et pour certains éditeurs, c'est bien d'avoir un fonds de portefeuille de grandes plateformes qui vont retourner le marché. Mais il faut compléter cela de sociétés de gestion plus agiles avec une stratégie d'investissement plus différenciée. C'est là où on s'inscrit, nous. Et je pense que ce que ça veut dire implicitement, c'est qu'on ne croit pas au one-stop shop. Parce que si c'était le one-stop shop, il y aurait que des plateformes. On croit à la différenciation et à notre capacité de performer à travers les cycles et d'apporter cet alpha que les investisseurs souhaitent. Mais par construction, les généralistes qui tentent d'imiter les grandes plateformes, qui sont purement opportunistes, qui n'ont pas de stratégie d'investissement très précise, je pense, sont voués à rester très marginaux et avoir de la difficulté à lever des fonds. Les fonds de continuation sont pleins de conflits d'intérêts et cachent beaucoup de complexité à l'avenir. Les fonds de continuation, il est vrai, recèlent en soi des conflits d'intérêts, mais ça se gère. Et les fonds de continuation ont tout leur rôle. C'est dans le toolbox. C'est dans le toolbox et ça m'apparaît tout à fait la version moderne du long-term fund. Vous savez, dans les années 2000, on parlait du fonds à long terme, 10, 15, 20 ans. Les investisseurs n'en ont pas voulu parce qu'ils souhaitent une rotation du capital relativement fréquente. Le fonds de continuation, c'est une réponse à cela, tout en reconnaissant que dans certaines situations, la création de valeur peut se poursuivre au-delà du cycle classique de 5 ans de détention. Et ce qu'on fait, c'est simplement un moment T. On demande aux passagers dans le bus, à nos investisseurs, souhaitez-vous continuer ou pas avec cet actif? Ceux qui ne le souhaitent pas, pour des raisons qui leur sont propres, sortent du bus. Et on les remplace par des nouveaux. Et invariablement, pour des fonds de continuation à un actif seul, qui recèle les qualités qu'on souhaite dans un fonds de continuation, il y a de l'appétit. Pour moi, ça a toute sa place, mais ce n'est pas
comme je lis de temps en temps et beaucoup plus récemment, comme le mécanisme de sortie qui sera le plus usité dans les prochaines années. Non, c'est pas vrai. Ça fait partie du toolbox, mais c'est pas la norme. Merci. Le secondaire, s'il n'est pas dans la stratégie d'un fonds, le fera mourir. Non, on n'a pas de secondaire chez nous. Par contre, nous, on est l'objet de secondaire. Nous, à Stog, dans les portefeuilles qui sont monétisés sur les marchés, on se retrouve souvent parce qu'on est perçu comme un fonds qui a une NAV qui est réelle, qui porte confiance. Et donc, on réduit la décote du portefeuille en ayant à stock dans le fonds de secondaire. Est-ce que ça veut dire que nous, on va se mettre dans le secondaire? On l'a regardé, il est vrai, et on reste franchement ancré sur notre stratégie d'investissement, International B2B Leaders, 2 produits. Un point, c'est tout. Le private equity est une industrie gourmande qui ne partage pas assez la valeur. Non, c'est faux. Parce que le private equity est toujours la classe d'actifs qui apporte le meilleur rendement aux investisseurs. Et ça, je ne le tiens pas de moi, je le tiens des investisseurs à qui on parle couramment. Donc, non, il n'y a pas de... Et je dirais même qu'il y a une tendance quand même assez forte au co-investissement, qui lui est une façon aussi d'évoluer le partage de valeur. Parce qu'à quelque part, dans la majorité des cas, le co-investissement se partage avec tes propres investisseurs et sans frais de gestion, sans frais de performance. Donc, à quelque part, c'est aussi un transfert de valeur à nos clients et qu'on accepte bien volontiers parce que c'est dans l'air du temps et c'est la façon de rester à l'écoute de nos investisseurs pour qui le coût économique du private equity, il est vrai, demeure plus élevé que d'autres classes d'actifs. Mais ils l'acceptent parce que la promesse de rendement est supérieure. La retailisation est une excellente nouvelle pour le private equity. Il n'y a aucun risque associé. Ah, ça, on entend tout et son contraire actuellement. C'est très étonnant. Hein? Pendant les 2023-2024, c'était que du positif. Là, ça se temporise. Je pense que la classe d'actifs private equity qui portait en elle une contrainte intrinsèque, l'illiquidité, il est vrai qu'elle est en train d'être adressée par les fonds semi-liquides. Je dis semi-liquides, mais je devrais peut-être même pas utiliser ce terme-là. Les fonds à capitaux permanents. Parce que les gens qui lancent des fonds semi-liquides, des fonds evergreen, leur souhait, c'est que la facilité de liquidité, elle ne soit utilisée que le moins possible, de façon à engranger les actifs sous gestion et de porter le portefeuille dans la durée. Par contre, je pense qu'il est vrai aussi que quand on se place dans la peau de l'investisseur classique retail, qu'il n'ait pas accès à cette catégorie d'actifs qui, comme je le disais il y a quelques minutes, est la classe la plus performante, bien, il y a une certaine frustration. Et dans certains portefeuilles, ça a toute sa place. Je pense que là, le conseil est important, la structure du produit est importante et on arrivera à un point d'équilibre. Je ne vois pas le retail remplacer l'institutionnel. Je ne le vois pas. On continue. L'Europe, c'est trop compliqué. Ce marché n'intéressera jamais les investisseurs à long terme. Mais là, actuellement, non, j'aurais tendance à dire je suis d'accord. Mais en fait, je ne le suis pas. L'Europe, a priori, ça apparaît compliqué. 27 pays, une gouvernance un peu compliquée, une guerre à nos frontières, des soubresauts assez forts, que ce soit sur l'inflation, sur la supply chain, les taux d'intérêt, en tout cas récemment, peut-être un peu moins les 6 à 12 derniers mois. Mais je note, dans notre base d'investisseurs, dans les gens à qui on parle, un regain d'intérêt pour l'Europe. Aux États-Unis, c'est assez binaire. Soit que les investisseurs vont vers Fortress America, je ne veux rien entendre parler de l'Europe, c'est trop compliqué. Et il y a d'autres qui disent au contraire, je dois rééquilibrer un peu vers l'Europe. En Asie et au Moyen-Orient, je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour l'Europe. Mais le marché américain ne sera pas abandonné. C'est un rééquilibrage à la marge, mais à la marge, compte tenu du fait que l'Amérique du Nord représente 70% du marché du private equity, l'Europe 20 et 10% le reste du monde, tu bouges de 70 à 65, c'est augmenter les capitaux commis à l'Europe de près du quart. Donc, c'est pas neutre. C'est important, mais dans les grands équilibres, ça reste à la marge.
Le large cap frétille, mais c'est toujours au point mort. Ah ben, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans le large cap. Nous, on est upper mid cap. Et il est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette catégorie qui est perçue aujourd'hui comme étant celle qui recèle le plus grand potentiel de générer de l'alpha. J'entends beaucoup de gens me dire, large cap, les grandes plateformes, returns have peaked. Ils me le disent en anglais, donc je le répète en anglais. Donc, on n'est plus sur du 2 fois net d'un fonds à l'autre. On est sur du 1,5, 1,7 fois capitaux investis net dans les grandes plateformes. Les grandes plateformes, elles ont un rôle à jouer, comme j'ai dit, mais je pense qu'il y a une perception que en relatif, les plateformes plus agiles, upper mid-cap, ont une carte à jouer dans les prochaines années. La justice fiscale, c'est la condamnation du succès. Oui, mais c'est exactement ce que je dis. La justice, moi, quand j'entends parler de la justice fiscale en France, je me dis, c'est la condamnation du succès. Et ici, dans ce forum, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont connu beaucoup de succès. Je pense que la France souhaite retenir ses talents. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, la guerre des talents, c'est la vraie compétition à travers le monde. Que ce soit par le système d'éducation ou par l'environnement qu'on donne aux entrepreneurs ou aux talents qui... Il n'y a pas que les entrepreneurs, aux talents qui joignent les grandes entreprises. Et donc, je pense que c'est important d'avoir cela en tête quand on recherche les équilibres budgétaires nécessaires en France. Est-ce que l'IA va tout changer dans le private equity? L'IA change pas mal de choses dans toutes nos vies. On le voit bien au quotidien, dans les entreprises. Et là, il y a... Aujourd'hui, je pense qu'on a le plus mauvais point de vue pour imaginer le monde d'après. C'est comme dans le COVID, quand tout le monde racontait qu'on ne voyagerait plus, qu'on resterait toujours chez soi. Moi, j'étais interviewé souvent de par mon précédent rôle. Et moi, je disais, bon, it's the worst vantage point when you're in the middle of a storm. Mais je pense que c'est un peu ça aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avenues possibles. L'IA joue un rôle réel, un rôle d'augmentation de productivité réel. Quel sera le monde de demain fondé sur cette technologie, cette approche, cette façon de faire les choses? Moi, je pense qu'il faut attendre encore un peu. Il faut laisser les choses se décanter. Qu'est-ce que vous souhaitez au private equity pour 2026? Qu'on réponde de façon collective au souhait de nos clients d'avoir un peu plus de liquidité, que le private equity, dans certains cas, s'adapte à la nouvelle réalité. Et donc, je pense notamment à plusieurs de nos confrères qui portent des actifs de longue date. Et la règle du jeu, c'est de les faire tourner. Et donc, d'accepter parfois que la valeur qu'on avait anticipée ne soit pas celle qui est donnée par le marché. Autrement dit, que les gens acceptent que valeur et prix, c'est deux choses différentes. C'est une excellente conclusion. Merci infiniment, Jean Raby. Merci, pour votre temps aujourd'hui. Merci. Vous retrouvez la suite de vos programmes dans un instant sur Be Smart for Change. Merci à tous.